Mesdames, Messieurs, fidèles abonnés de SOE TV, bienvenue dans un nouveau numéro de votre émission L'art de la rédaction. Nous sommes à l'orée des examens nationaux et candidats, enseignants et parents d'élèves s'activent pour que l'année soit belle. C'est dans cette même dynamique que nous, à SOE TV, nous avons décidé d'inviter un enseignant, un expert, pour parler avec nous de la présentation de l'épreuve de français à l'examen du baccalauréat béninois. Il nous donnera également des astuces pour réussir la rédaction des 3 exercices littéraires proposés sur cette épreuve. Nous allons le retrouver sur ce plateau, mais juste après cette pause. Bonjour, Monsieur Ferdinand Miton-Baou, et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour madame, c'est un plaisir pour moi d'être là. Vous êtes enseignant de français, animateur d'établissement de l'atelier de français du CEG Aguidi. Je rappelle que le CEG Aguidi, c'est dans la commune de Sakété, dans le département du Plateau. Et vous êtes là pour parler avec nous de la présentation de l'épreuve de français à l'examen du baccalauréat. C'est généralement la première épreuve qui accueille tout candidat, et ce, peu importe sa série. Et c'est donc important pour eux de bien commencer l'examen en commençant correctement l'épreuve de français. Dites-nous un peu quel est le format de cette épreuve, comment se présente-t-elle de façon générale? Merci beaucoup pour la question. L'épreuve de français au bac se présente de façon uniforme pour les séries de l'enseignement général. Donc les 4 séries, à savoir la série A, la série B, la série C et la série D. Et sur cette épreuve, vous allez voir une situation d'évaluation qui annonce un corpus de textes. C'est souvent 3 textes qui sont proposés pour les candidats. Et ensuite, vous avez 2 parties qui composent les consignes. La première partie, c'est le grand 1, compétences de lecture, et la deuxième partie, le grand 2, travaux d'écriture. Au niveau du grand 2, par exemple, nous avons 3 sujets au choix. Il y a le sujet de contraction de texte, le sujet de commentaires composés et le sujet de dissertation. Voilà un peu ce que je peux dire par rapport au format. Ça, c'est le format de l'épreuve de français au baccalauréat béninois, et c'est important de le dire pour les séries d'enseignement général, la série A, la série B, la série C et la série D. C'est la consigne qui représente le nœud de l'épreuve parce que c'est elle qui oriente le candidat. Quand nous prenons la partie consigne, vous venez de dire que nous avons le grand 1, compétences de lecture, et puis le grand 2 qui compose les 3 exercices littéraires. Le grand 1, compétences de lecture, il est composé de quoi? Alors, avant de répondre à cette question, je voudrais préciser très rapidement l'objectif visé par l'épreuve de français. Oui. En réalité, l'épreuve de français, c'est pour permettre d'évaluer, de vérifier la maîtrise de la langue française par les apprenants. Donc, en réalité, on ne veut pas forcément voir les experts dans le maniement de la langue, mais on veut simplement voir est-ce que, de manière moyenne, simplement, est-ce que l'apprenant maîtrise la langue? Est-ce que le candidat est capable de comprendre des textes en français? Oui. Est-ce qu'il est capable de mener ses réflexions en français? C'est tout. Alors, et les 2 parties de la consigne répondent justement à cet objectif. Quand on prend la compétence de lecture, comme vous venez de me le demander, Oui. c'est une partie qui évalue la première facette, à savoir la vérification de la compréhension de la langue française. Donc les tests sont là, sont proposés les 3 tests, et les questions sont posées sur ces tests pour voir si le candidat a compris les différentes thématiques abordées, les différents mouvements d'idées qui se retrouvent dans ces tests-là. Donc les questions qu'on peut y rencontrer, très souvent, il y a la question qui porte sur le thème commun et les thèmes spécifiques. Donc
en réalité, on demande à l'apprenant de préciser le thème qui est commun aux 3 tests Oui. et de voir dans quelle mesure, de manière spécifique, l'auteur de chacun des textes a pu traiter ce thème commun qu'il a identifié. Et très souvent, on lui demande aussi de justifier le thème spécifique qu'il a trouvé par un passage. Donc, de manière simple, c'est ce que je peux dire par rapport à la compétence de lecture. C'est vrai qu'il y a d'autres formes de questions qui peuvent venir comme les types de textes, les genres de tests, la tonalité, qui sont des questions qui rentrent toujours en ligne de compte dans l'évaluation de la compréhension des tests. Donc, le grand 1, c'est la compréhension de lecture du candidat qui est évalué. Bien sûr. Là, il suffit de comprendre le français, de savoir dégager le thème général aux 3 tests et de pouvoir dire en quelque sorte en quoi l'auteur de chacun de ces tests a traité le thème sous un angle spécifique. Après le grand 1, on trouve le grand 2. Et je pense que c'est là que se trouve véritablement le travail. Le grand 2 est composé de 3 exercices, vous l'avez dit, l'exercice de contraction de test, l'exercice de commentaire composé et l'exercice de dissertation. On commence par l'exercice de contraction de test. C'est quoi une contraction de test? Comment est-ce qu'on peut définir la contraction de test? Alors, la contraction de texte, c'est, on va dire, c'est un exercice qui invite l'apprenant à montrer de manière précise et concrète sa capacité à comprendre un texte d'abord et à le synthétiser. Donc, ce qu'on demande simplement ici, c'est de mener un certain nombre de démarches pour pouvoir aboutir à un résumé de test. Donc, synthétiser les différentes idées qui ont été abordées dans le test pour simplement montrer qu'on a vraiment compris le test de fond en comble. Donc, c'est ça ce qu'on demande au niveau de l'exercice de contraction. Donc, il s'agit de faire un résumé et d'un test proposé dans le corpus. Souvent, c'est le test 1. Le test 1 correspond à la contraction de test. Lorsqu'on prend l'exercice de contraction de test, est-ce qu'il est demandé directement de résumer le test? Non, justement. Il y a des questions qui préparent à ce résumé. Oui. Et premièrement, vous allez voir qu'on demande très souvent l'idée générale du texte. L'idée générale, c'est en fait on va dire, une phrase que l'apprenant, que le candidat formule et qui est censée synthétiser toutes les idées qui ont été développées dans le texte. À la suite de l'idée générale, vous avez la structure. La structure, c'est, on va dire, c'est les différents mouvements d'idées qui se retrouvent dans le texte que le candidat essaie d'organiser en des parties. De sorte que s'il réalise par exemple très bien sa structure, il peut se retrouver avec 3 ou 4 parties qu'il va nécessairement délimiter en fonction des paragraphes qui se retrouvent dans le texte et à quoi il doit forcément donner un titre chacun. Donc, ces 2 questions préparent l'apprenant à la réalisation d'un bon résumé et lui permet, n'est-ce pas, de travailler le test. Vous allez voir, normalement, un bon candidat qui fait cet exercice-là doit se munir de son crayon pour souligner les idées, pour souligner les mouvements qui se réalisent entre, les mouvements logiques qui se perçoivent entre les différents paragraphes, souligner les différents connecteurs logiques afin de se permettre en réalité de découvrir le test dans toute sa profondeur. L'objectif de tout ce travail, c'est de faire en sorte que le résumé soit facilité. Et pour que le résumé soit une tâche facile finalement, il va falloir nécessairement que le candidat puisse devenir à la suite de toutes ces activités celui qui a rédigé le test lui-même. C'est comme s'il devenait l'auteur du test. C'est comme s'il comprenait chaque mot, chaque mouvement du test, du groupe syntaxique qui se retrouve à l'intérieur du test. Et ça lui permet de résumer sans verser dans le plagiat, sans dénaturer complètement le test, puisque le résumé, en réalité, c'est
une synthèse des différentes idées, mais en gardant la nature même du test jusqu'au bout. Justement, c'est une synthèse de l'ensemble du test, mais en gardant quand même l'idée essentielle du test. Comment arriver à résumer un test avec ses propres mots sans tomber dans le piège de la synonymie? Justement. Alors, à ce niveau, ce qu'il faut savoir, c'est que un candidat qui trouve facilement l'idée générale, qui fait une bonne structure, normalement n'a pas de difficulté pour faire le résumé. Donc, tout ce qui importe à ce niveau, c'est de réussir les questions préparatoires, à savoir l'idée générale et la structure. Et vu que c'est même noté, l'idée générale, c'est souvent 2 points, la structure, 2 points également. Donc, ça fait 4 points gagnés déjà sans avoir touché au résumé. Mais comment, donc, pour répondre à votre préoccupation, Oui. Pour réussir le résumé, il faut en réalité nécessairement réussir l'idée générale et la structure. Donc, lorsque l'idée générale est réussie, la structure aussi, le résumé devient facile. Bien évidemment. Et comment réussir ces 2 questions préparatoires? Je vais dire simplement qu'il faut être en mesure de se poser certaines questions après avoir lu le test de contraction. D'abord, se demander quel est le thème, Oui. quel est le type de texte, et les types de tests sont enseignés depuis la 6e, donc les candidats Au premier cycle. bien sûr, les Même en candidats seconde. maîtrisent plus ou moins bien ce type de test-là. Donc, dégager l'intention de l'auteur. Quel est le but que vise l'auteur qui a rédigé ce texte? Donc, tous ces détails permettent à l'apprenant de commencer déjà par découvrir le test. Et à la suite, il prend son crayon, comme je l'ai suggéré tout à l'heure, et il isole ce que j'appelle des idées accessoires, des idées non essentielles. Il y a certains détails, certaines statistiques, certains chiffres, certaines anecdotes qui se retrouvent parfois dans les tests proposés. Donc, ce sont des idées accessoires que l'apprenant souligne. Et quel est le but? Ça lui permet d'isoler les idées essentielles sur lesquelles son résumé va s'appesantir. Donc, il fait ce travail de fourmi avec son crayon pour enlever, on va dire, pour écarter de son résumé les idées qu'il juge comme étant des idées non essentielles. Oui. Et à la fin, il a les idées essentielles qu'il peut maintenant reformuler en fonction de sa compréhension, en se basant sur la structure que lui-même il a proposée et en s'appuyant sur sa compréhension du test, en s'appuyant sur la chronologie des idées, parce qu'il ne faudrait pas commencer vers la fin pour venir au début. Il faut aller en fonction de la manière dont l'auteur a fait développer, a fait évoluer ou a fait progresser ses idées dans le test. Ça sera une sorte de dire un peu de mots, ce que l'auteur a dit durant tout au long du test. C'est justement pour aboutir à ce peu de mots que nous avons dit qu'il faut isoler certaines idées. Donc, on ne peut pas tout dire dans le résumé, puisqu'il y a une marge qui est imposée. Oui. Et la marge, bien sûr, il faut la calculer à la fin du résumé au brouillon pour ne pas se laisser emporter par la déconcentration. Parce que quand on calcule la marge avant de commencer par faire le résumé, on a tendance à consulter, à compter le nombre de mots sans avoir terminé le résumé parce qu'on ne veut pas excéder la marge demandée. Donc, il vaut mieux finir tout le résumé, calculer la marge avant de procéder au réajustement nécessaire sur le résumé. Et parlant de la marge, quelle est souvent la marge demandée? Alors, très souvent, la consigne donne le nombre de mots qui se retrouvent dans le test. Oui. Très souvent. Et la consigne demande de résumer le test au quart, le 1 sur 4. Oui. Donc, c'est un calcul très simple. Ce qu'il faut faire, c'est diviser le nombre de mots total par 4. Et il y a bien sûr une marge de 10% en plus ou en moins qui est tolérée. Donc, il faut tirer la marge de 10% en faisant le résultat trouvé, après l'opération que je viens de dire, oui. Fois 10 sur 100. Donc, ça donne un chiffre généralement moins de 20, 14, 15, 16, moins de 20. Et c'est ce chiffre qu'il faut maintenant ajouter toujours au même résultat dont je viens de parler. Faire, si c'est par exemple 150 que vous avez trouvé, vous faites 150 plus 10 ou 150 moins 10.
pour trouver... avoir une idée de la délimitation du nombre de mots que la consigne exige. Merci beaucoup pour toutes ces clarifications. Je vous en prie. Même lorsque l'on utilise ses propres mots pour résumer le test, il y a quand même des éléments à conserver. Il y a des éléments à conserver, comme le système d'énonciation, par exemple. J'aimerais que vous donniez plus de détails par rapport à cela. Alors, par rapport à cet aspect, c'est ce que j'appelle les principes d'un bon résumé. Oui. C'est un des éléments des principes d'un bon résumé. Un bon résumé, pour le correcteur, pour celui qui veut évaluer le résumé, qui est noté sur 5 points, il y a certains éléments indispensables qu'il recherche chez le candidat. D'abord, c'est la fidélité au texte. C'est vrai qu'il faut reformuler, mais il faut être totalement fidèle à ce que l'auteur dit. Si l'auteur dit une chose A, il ne faut pas, en reformulant, tordre le cou à cette chose A. Il faut que ce soit la même idée. En dehors de la fidélité au texte, il faudrait un effort de reformulation. Donc, éviter le plagiat, éviter de recopier le texte. Et je le dis toujours aux apprenants, quand vous recopiez le texte pour le résumer, le correcteur, il le sait. Il a lu le texte à plusieurs reprises, il s'est approprié ce test-là, il a réalisé un corrigé avec ce test, donc il connaît à peu près votre niveau. Donc forcément, quand vous recopiez le test, il le sait et il vous sanctionne au niveau du résumé. Donc on ne recopie pas le test. En dehors de ça, il faut suivre le système des temps verbaux. Donc les temps verbaux qui ont été utilisés dans le test d'origine doivent se retrouver dans le résumé. Puisque comme je le dis, le résumé c'est comme une projection d'ombre. Donc ça garde la même silhouette, sauf que c'est un peu de mots. Donc que ce soit les temps verbaux, que ce soit le système des pronoms utilisé, il faudrait que tout ça se retrouve dans le résumé réalisé. Vous avez parlé du système d'énonciation. Quand j'aborde le système des pronoms, je pense que je l'effleure un peu. Oui. En réalité, vous allez voir que dans certains tests, l'auteur est présent, donc avec l'usage des pronoms personnels comme je et nous. Dans d'autres tests, vous n'allez même pas voir ces pronoms. Donc, il faut faire attention à tous ces détails. Il ne faudrait pas faire venir un pronom qui n'a pas été utilisé dans le test d'origine. Par l'auteur. Je crois que c'est ce que vous êtes en train de dire. Oui. Donc, c'est très important de faire attention à tout ça, puisque c'est cela que le correcteur prend en compte pour noter. Et les expressions comme l'auteur dit dans son test que, l'auteur montre que, ne doivent pas se retrouver dans le résumé. On considère que le résumé, c'est le test qu'on vous a proposé, mais en une version miniature. Donc, ce n'est pas un rapport. Ce n'est pas un rapport de lecture, ce n'est pas un compte rendu de lecture. Donc, on ne doit pas retrouver ces expressions-là dans le résumé, sinon on sanctionnerait. C'est-à-dire que le candidat se met dans la peau de l'auteur. Exactement. Et il fait comme si on lui avait demandé de résumer en fait son test. Voilà, c'est un peu comme si c'est lui-même qui a rédigé le test. Et on lui dit, bon, qu'est-ce que tu as dit dans ce test-là? Dis-nous cela en peu de mots. C'est en fait l'objectif. D'accord, merci beaucoup. Il y a certainement d'autres règles pour réussir son résumé que vous avez, peut-être que vous n'avez pas encore abordé. Est-ce que vous avez des conseils à donner aux candidats par rapport à la contraction de test? Alors, je pense que j'ai déjà abordé l'essentiel, mais je voudrais préciser que la contraction de test, c'est un exercice facile, accessible à l'élève moyen. Les correcteurs ne s'attendent pas à une idée générale, une structure ou un résumé d'expert. L'élève moyen, s'il comprend bien le test, devrait pouvoir s'en sortir. Ce que je voudrais préciser, c'est que les élèves, que les candidats gardent en tête. En réalité, quand on parle de contraction de test, ça s'appuie sur le test 1. Et le test 1, très souvent, c'est soit de type explicatif, soit de type argumentatif. Très souvent. C'est vrai, on peut retrouver sur certaines épreuves particulières d'autres types de tests. Mais généralement, c'est soit de l'argumentation, soit de l'explication. Donc, quand on connaît ça, quand on connaît ce détail, ça permet de ne pas se perdre. Ça permet d'abord de mieux comprendre le test et de se situer très rapidement. Parce que la réussite de cet exercice dépend de la manière dont le test a été
compris. C'est le plus important. Donc, je pense que si l'apprenant arrive à comprendre le test, il peut s'en sortir sans problème. Il peut s'en sortir sans problème. Bien sûr. C'est la compréhension du test qui importe. Il y a une dernière partie dans la contraction de test qui est la discussion. Comme elle s'apparente à la dissertation, nous en parlerons au niveau de la dissertation. Ça marche. Donc, d'un exercice à un autre, si la contraction de test est l'exercice numéro 1, le commentaire composé est l'exercice numéro 2 de l'épreuve de français. Qu'est-ce que le commentaire composé? Le commentaire composé, c'est mon préféré parmi les 3 exercices, bien que les apprenants pensent souvent que c'est un exercice difficile, pour la simple raison qu'on a, nous aussi enseignants, trop fait de mystifier cet exercice-là. Pourquoi je dis que c'est mon préféré? C'est un exercice qui ressort, ou bien qui fait ressortir les qualités littéraires d'un candidat. Et Oui. quand je dis qualité littéraire, je parle de la capacité de l'apprenant à comprendre un texte et surtout à déceler les sous-entendus qui se retrouvent derrière chaque mot employé par l'auteur. En réalité, l'exercice de commentaire composé, c'est un exercice qui consiste simplement à interpréter un texte Oui. qui est choisi évidemment pour ses ressources littéraires, donc à ressortir ses ressources littéraires et à voir dans quelle mesure le fond du texte participe à la construction du sens. La forme, participe à la construction du sens. Donc, les ressources linguistiques et littéraires utilisées dans le texte participent forcément au sens, au message que le texte porte. Donc, l'apprenant est amené à essayer de déceler ces subtilités-là dans son exercice. Et ce n'est absolument rien de compliqué. Il ne faut pas penser que le commentaire est un exercice difficile. Et c'est une petite information que je dois donner aux candidats. Les meilleures notes au bac proviennent du commentaire composé, proviennent de ceux qui ont composé le commentaire composé. Le commentaire composé. Nous reviendrons sur les détails avec les autres questions que j'ai ici à mon niveau. Comment se présente la consigne avec le commentaire composé sur l'épreuve du bac? Alors, le commentaire composé, c'est le sujet 2. Donc, ça s'appuie tout naturellement sur le test 2. Oui. Et au niveau des consignes, vous allez voir qu'il y a d'abord une tâche globale. C'est celle qui commence par faire de ce test un commentaire. Tu montreras par exemple. Voilà. C'est la tâche. Ensuite, vous avez les consignes proprement dites. Et vous avez premièrement les consignes rentrant en ligne de compte pour l'analyse du texte. À ce niveau, on demande encore une idée générale. Ensuite, on demande de relever les centres d'intérêt. Et on demande également de relever des procédés formels et de préciser les idées suggérées par ces procédés formels. Et à la fin, il y a la rédaction proprement dite. Donc, vous l'aurez compris, les questions que je viens de citer, à part la rédaction elle-même, sont des questions qui préparent l'apprenant. Donc, c'est des questions préparatoires qui permettent aux candidats de pouvoir découvrir le test, de pouvoir mobiliser les ressources dont il aura besoin pour faire sa rédaction. Et c'est des questions qui sont aussi notées. Donc, l'idée générale est notée sur 2 points. Oui. Les centres d'intérêt, c'est 2 centres d'intérêt, c'est 2 points. Les procédés formels, c'est 2 points. Donc, 6 points avant même la rédaction proprement dite. Donc, le commentaire composé fonctionne un peu comme la contraction au niveau des consignes. Les 3 exercices sont d'ailleurs taillés de cette manière-là, parce qu'il y a des questions préparatoires toujours, à chaque fois, pour permettre à l'apprenant de mobiliser les ressources qu'il faut, de les mettre en place là, de faire un plan en réalité, et à la suite, il y a la rédaction proprement dite. Le test proprement dit. Ok. Nous n'allons pas revenir sur l'idée générale. Vous avez déjà expliqué cela dans la contraction de test, mais vous avez parlé des centres d'intérêt. Il y a une particularité au niveau de l'idée générale, ici au niveau du commentaire, que je voudrais préciser. Oui. En réalité, l'idée générale du commentaire, pour la contraction tout à l'heure, j'ai dit
que c'est une phrase qui synthétise le texte. Oui. Ici, il vaudrait mieux faire une idée générale, produire une idée générale qui commence par l'auteur, c'est-à-dire on précise ce que l'auteur essaie de faire, l'intention de l'auteur. Donc ici, si c'est un texte narratif, donc l'auteur raconte telle chose, telle histoire. Si c'est un texte descriptif, l'auteur décrit ou bien présente tel lieu, telle personne, ainsi de suite. Donc c'est très important de notifier cela parce que cela peut prêter à confusion. De sorte que quand vous êtes au niveau de la contraction des textes, la manière dont vous produisez l'idée générale n'est pas forcément la même que quand vous êtes au niveau du commentaire. Au niveau du commentaire composé, le candidat ne s'approprie pas le texte. C'est la différence. Le candidat ne s'approprie pas le texte, il parle de l'auteur du texte. Exactement, exactement. Il n'y a pas d'appropriation au niveau du commentaire composé. Il mentionne l'auteur et c'est à partir de là qu'il formule son idée générale. Contrairement à la contraction où il prend la place, il s'assoit sur la chaise de l'auteur du texte. C'est là la différence entre la contraction de texte et le commentaire composé. Vous avez parlé des centres d'intérêt et des procédés formels lorsque vous avez cité les consignes qu'on retrouve sur l'épreuve de français au niveau du commentaire composé. C'est quoi un centre d'intérêt? C'est quoi un procédé formel? Très bien. Un centre d'intérêt, c'est une idée, je vais dire une idée saillante, qui se retrouve dans le message que transmet le texte du commentaire. Et cette idée est, on va dire, formulée très souvent sous la forme nominale par le candidat et c'est cela qui constitue son centre d'intérêt. Et comme le terme même le dit, centre d'intérêt, c'est une manière pour dire que dans un texte qui transmet forcément un message, il y a un thème, une thématique, une idée qui est digne d'intérêt, qui intéresse, qui capte l'attention, qui attire l'attention. D'accord? Et c'est cette idée que l'apprenant formule sous la forme nominale et il met sur sa copie comme étant un centre d'intérêt. Et pour donner un exemple, il y a des tests dans lesquels vous pouvez retrouver par exemple un auteur qui présente les conséquences de la misère, de la pauvreté. L'apprenant, le candidat, peut formuler comme centre d'intérêt les conséquences de la misère sur tel personnage. Et ça, c'est une idée qui est digne d'intérêt pour lui. Et la manière pour trouver facilement les centres d'intérêt, ce que j'ai l'habitude de dire à mes apprenants, c'est que quand il s'agit d'un texte narratif, par exemple, il faut s'appuyer sur les personnages et sur leurs ressentis. Parce que forcément, dans un texte narratif, il y a des actions portées par les personnages. Donc, il faut s'appuyer sur ces actions et sur les émotions que ces actions ont pu créer dans le texte pour formuler, n'est-ce pas, les centres d'intérêt. Et à ce niveau, c'est ça qui fait qu'on retrouve par exemple on va dire, des centres d'intérêt formulés comme étant l'amour de telle personne pour telle personne, ou bien la haine de telle personne à l'encontre de telle personne pour certains tests donnés. Donc, il est indispensable de ne pas rater les centres d'intérêt parce que c'est ça qui est la charpente même du travail et il faut s'en appuyer pour pouvoir produire correctement le commentaire. Et c'est quoi alors le procédé formel? Alors, les procédés formels, ce sont les ressources linguistiques, les ressources de langue qui se retrouvent à l'intérieur du texte et qui concourent à prouver que le centre d'intérêt identifié est bel et bien présent dans le texte. Je parle de ressources de langue simplement parce que il y a tellement d'éléments de la langue qu'on peut utiliser pour analyser un texte, qu'on peut utiliser pour justifier un centre d'intérêt. Très souvent, nos candidats pensent que les procédés formels se limitent aux figures de style. Ce n'est pas que ça. Donc, il est important de le savoir. Même le temps verbal, même un temps, l'usage du présent de l'indicatif, l'usage du futur simple, peut constituer un procédé formel pour justifier un élément, un centre d'intérêt. Donc, il est important de le savoir. Et il y a tellement d'éléments. Donc, il y a les procédés, il y a les temps verbaux, comme je viens de le marteler.
Il y a aussi les connotations, Oui. les connotations, les dénotations. Il y a aussi le champ lexical. On peut prendre le champ lexical d'un thème présent pour pouvoir justifier un centre d'intérêt. Il y a également le champ sémantique. On peut essayer de voir un mot, essayer de définir son champ sémantique, essayer de voir le sens contextuel avec lequel on l'a employé dans le texte pour pouvoir le rattacher à un centre d'intérêt qu'on a préalablement identifié. Donc, tous ces éléments constituent les procédés formels et c'est ce qu'on appelle des outils d'analyse. C'est ces éléments qui permettent au candidat, bien sûr, de pouvoir justifier son centre d'intérêt sans grande difficulté. Donc, les procédés formels sont comme des éléments de justification des centres d'intérêt préalablement relevés par le candidat. Exactement. Lorsque le candidat finit de relever les centres d'intérêt, les procédés formels, il doit rédiger. Bien sûr. Comment est-ce qu'on rédige un commentaire composé? Alors, la rédaction, elle est tripartite. Oui. On fait une introduction, un corps du devoir et une conclusion. L'introduction, généralement, ça se passe plus ou moins de la même manière que les autres exercices qu'ils ont l'habitude de rédiger. Sauf qu'ici, il faut faire une présentation du texte. Donc, il y a les généralités, il faut partir d'une généralité. Ensuite, il faut contextualiser. Donc, à partir de la généralité, essayer de voir le thème qui a été abordé dans le texte et mettre une phrase qui va constituer un pont entre l'idée générale du texte et la généralité qui a été proposée. Ensuite, il faut présenter le texte. Donc, il ne faut pas alourdir cette partie-là. Il faut simplement se limiter à l'auteur, au titre de l'ouvrage, à l'année de publication et je crois éventuellement la ville de publication. Donc, il faut mettre ces éléments-là dans l'introduction et c'est à la suite de cela qu'il faut maintenant préciser l'idée générale, ajouter au possible la tonalité qui domine le texte, le type également, avant d'annoncer les deux centres d'intérêt qui sont comme, on va dire, qui constituent en réalité une annonce du plan dans ce cas d'espèce. Donc ça, c'est pour ce qui concerne l'introduction. Mais toujours concernant l'introduction, au niveau de la présentation du texte, il est souvent conseillé de préciser, si le candidat le connaît bien sûr, le mouvement du texte, de l'auteur du texte, le contexte un peu, s'il s'agit de la période précoloniale, postcoloniale. Bien sûr. En réalité, ça c'est un élément qui montre au correcteur que le candidat est quelqu'un qui est très cultivé sur le plan littéraire, mais ce n'est pas toujours, c'est pas dans tous les cas qu'on retrouve des textes qu'on peut facilement situer dans les mouvements littéraires. En réalité, au second cycle de l'enseignement du français au Bénin, il y a des cours de littérature. Oui. Et ces cours de littérature permettent évidemment aux apprenants d'avoir des ressources pour comprendre les mouvements des textes, les mouvements d'idées à une certaine période de l'histoire, que ce soit de la littérature négro-africaine, que ce soit de la littérature française, ainsi de suite. Donc, quand ils se retrouvent avec des textes qui relèvent de tel ou tel autre mouvement, ça leur permet de mieux comprendre, en tout cas de comprendre mieux que beaucoup d'autres, comment l'auteur, dans quel contexte l'auteur a rédigé son texte, pour quelle raison il a rédigé son texte, le style employé, parce qu'il y a des styles qui sont liés intrinsèquement au mouvement littéraire, ainsi de suite. Quand il comprend tous ces mouvements, il peut montrer évidemment qu'il les connaît au correcteur à partir de l'introduction. Là, tout doit partir de sa généralité. Il faudrait que la généralité situe le texte par rapport au mouvement littéraire auquel il appartient. Donc, il peut commencer en disant, par exemple, si je prends le mouvement de la négritude, que les auteurs de la négritude, à un certain moment de l'histoire, ont pondu des textes pour essayer de magnifier l'Afrique, la race noire, ainsi de suite. Et ce texte que nous avons à commenter, qui est un texte de Léopold Sédar Senghor, s'inscrit également dans ce mouvement littéraire-là. Donc, quand le correcteur lit l'introduction qui est taillée de cette manière, il se dit, ah, enfin, il a affaire à un très bon candidat, à un candidat qui maîtrise les rouages du texte qui lui est proposé.
Mais il faut notifier, comme je l'ai dit tout à l'heure, Oui. que ce n'est pas sur toutes les épreuves que vous allez voir des tests qui sont facilement situables par rapport à ces mouvements littéraires. C'est pour ça que je dis tout simplement que vous pouvez faire une introduction qui s'appuie sur, qui produit une généralité s'appuyant sur le thème. Oui, la thématique. Sans forcément aller dans les détails des mouvements littéraires et autres. Bien que c'est toujours mieux de le faire ainsi. Oui, c'est là l'importance de la lecture. Évidemment. C'est pour ça qu'il faut beaucoup lire et s'intéresser à ces cours de littérature que nous faisons et qui très souvent ennuient les enfants parce que justement, ils ne lisent pas. Non, parce que justement, ils ne lisent pas. Après l'introduction, c'est bien sûr le corps du devoir. Comment se présente le corps du devoir d'un commentaire composé? Alors, le corps du devoir doit se présenter je vais dire, en 2 sections. Oui. Bien sûr, en fonction des centres d'intérêt. Nous avons 2 centres d'intérêt. Il faudrait que, de manière claire, le correcteur sente que vous avez commencé le développement d'un centre d'intérêt et vous l'avez fini. Vous avez commencé le développement d'un autre centre d'intérêt, vous l'avez fini. Donc, avec une phrase de transition? Oui, avec une phrase de transition. Donc, de toute façon, les 2 sections doivent être reliées par la transition pour sentir, n'est-ce pas, ce mouvement logique-là. Alors, pour ce qui concerne les sections, il faut savoir qu'en réalité, les candidats doivent annoncer d'abord le centre d'intérêt, qu'ils ont déjà annoncé, bien sûr, dans l'introduction. Ils doivent reprendre le centre d'intérêt au tout début. Et je crois qu'ils doivent rendre cela beaucoup plus clair dans leur formulation avant de commencer par le justifier avec les procédés formels. Donc, les procédés formels, bien sûr, il les a encore préalablement identifiés déjà au niveau des questions qui ont précédé. Donc, il les met et il interprète ces procédés formels-là en essayant toujours à chaque fois de montrer comment les procédés formels participent à la construction du sens. Donc, le sens que revêt évidemment le centre d'intérêt qu'il vient d'annoncer. Et c'est ce cheminement-là qu'on doit voir dans son commentaire jusqu'au bout. Et je voudrais préciser qu'il doit ajouter d'autres procédés formels. Il ne doit pas se limiter aux procédés formels qu'il a identifiés, parce que souvent c'est 2 qu'on demande. Donc 2 procédés formels pour justifier un centre d'intérêt, c'est trop peu pour le commentaire. Il peut aller jusqu'à 4 procédés formels à l'intérieur de sa position pour assaisonner ça, pour agrémenter, pour que le correcteur sente que celui-ci est en train de faire un sérieux travail. Donc chaque section fonctionne exactement de la même manière. Quand il finit la première section, il prend la deuxième section et il fait plus ou moins exactement la même chose. Et de manière claire, de manière approfondie. Et il montre sa compréhension des sous-entendus du test. Si pour les procédés formels, le candidat peut ajouter, est-ce que c'est la même chose avec les centres d'intérêt? Est-ce qu'il peut développer plus de centres d'intérêt dans sa production? Le véritable défi là, s'il veut aller jusqu'à 3 centres d'intérêt par exemple, c'est le temps. C'est le temps. Il ne faut pas oublier qu'il a une première partie qui est compétence de lecture, donc il doit prendre tout son temps pour lire tous les tests, répondre aux questions, prendre le temps de réflexion pour choisir le sujet qu'il arrange. Donc on suppose qu'il est venu sur le commentaire, répondre aux questions préalables, tout ça va lui prendre du temps. Est-ce que en ce moment-là, il aura suffisamment de temps pour faire un surplus? Je ne pense pas que c'est possible. Donc le mieux serait de se limiter aux 2 centres d'intérêt demandés, mais en agrémentant, en faisant vraiment bien cela, pour qu'on sente que le candidat a compris réellement ce qu'il est en train de faire. D'accord. Et c'est sur le 2e centre d'intérêt que prend fin le corps du devoir. Évidemment. Il y a la conclusion d'abord, il faut conclure. Oui, le corps du devoir. Ah d'accord, le corps du devoir. Oui. Et la conclusion, de quoi est-elle composée? La conclusion, comme je l'ai dit tout à l'heure pour l'introduction, c'est généralement la manière dont on produit une conclusion pour les autres types de tests aussi. Donc il y a, on va dire, un bilan de tout ce qui a été présenté dans le corps du devoir. Oui. Donc les centres d'intérêt, les procédés formels qui ont été utilisés, ainsi de suite. Et par la suite, il y a également le nouveau détail qui s'ajoute, à savoir la portée littéraire du texte. Oui. La portée littéraire du texte, l'intérêt que le texte revêt qui s'ajoute à ce bilan-là et
qui met un terme à la conclusion et donc met un terme à la production elle-même. Et comment est-ce que le candidat peut formuler la portée littéraire? Sur quoi est-ce qu'il se base pour produire une portée littéraire? Alors, il se base en réalité sur les mouvements littéraires comme nous l'avons dit tantôt. Oui. Si le texte se place dans le temps, il peut essayer d'analyser les influences que le texte a eues, que ce soit sur la société, que ce soit sur le monde littéraire, que ce soit sur l'évolution du style d'écriture dans le temps. Et c'est ça qu'il essaye de mentionner au niveau de cette portée littéraire. Est-ce que c'est obligatoire? Normalement, oui. Normalement, oui. Le candidat ne connaissait pas si le candidat ne connaissait pas, moi, ce que je préconise souvent, c'est de montrer l'intérêt du texte. Et l'intérêt ne peut ne pas être forcément situé dans les mouvements littéraires. Oui. Un texte qui parle d'amour, il peut préciser simplement que l'intérêt du texte, c'est un texte qui parle par exemple on va dire des désagréments liés à l'amour. L'intérêt, c'est que ce texte a montré ouvertement comment l'amour, qui est un sentiment très agréable au fond, peut aussi créer des problèmes, des dépressions, ainsi de suite. Donc, il s'appuie juste sur l'intérêt du thème et l'intérêt de la manière dont l'auteur a présenté le thème. Et puis, je pense qu'il peut déjà s'arrêter là pour sa conclusion. Pour sa conclusion. Là revient toujours l'importance de la lecture pour faire un bon commentaire composé. Évidemment, il faut être un très bon lecteur. C'est pour ça que je dis toujours à mes apprenants que le commentaire composé, c'est un exercice de ceux qui sentent le flair, ceux qui ont le flair littéraire, pardon. C'est un exercice de ceux qui ont le flair littéraire. Parce qu'il faut sentir les coups, il faut sentir les expressions, il faut sentir les subtilités qui se retrouvent dans chaque mot. Et je leur dis toujours que même une ponctuation, même une toute petite virgule dans un commentaire peut être utilisée pour interpréter, pour analyser le thème. Donc, il faut avoir l'habitude de lire pour sentir ces petites subtilités-là et ne pas se tromper. Il faut avoir l'habitude de lire, c'est très important. C'est un peu comme, si on décide de résumer l'exercice du commentaire composé, on pourra dire qu'il est demandé au candidat de ressortir l'esthétique du texte littéraire. Bien sûr. Du commentaire composé à la dissertation, qui est le troisième et dernier exercice de l'épreuve de français, nous avons la dissertation. C'est quoi la dissertation? Alors, la dissertation, je pense que c'est l'exercice auquel les apprenants sont le plus habitués. Parce que depuis la quatrième, on les prépare déjà à la dissertation. Ils font le test argumentatif en quatrième, en troisième, avant de commencer par parler de dissertation en seconde. Donc, des trois exercices, c'est l'exercice le plus ancien auquel ils sont habitués. En réalité, la dissertation, c'est une réflexion personnelle que l'apprenant produit à propos d'une citation d'auteur. Donc, réflexion personnelle dans un sens argumentatif. Donc, en réalité, quand on parle de dissertation, on parle d'une argumentation qui s'appuie nécessairement sur un sujet, une citation d'auteur. Très souvent, on tire cette citation du test 3 de l'épreuve du bac et c'est là-dessus que l'apprenant montre, justifie ou relève des insuffisances pour pouvoir montrer sa capacité à réfléchir, à opiner, à donner un point de vue et à le défendre avec efficacité. Merci bien à vous pour cette définition claire de la dissertation. Souvent, le sujet de dissertation est accompagné d'une consigne. Bien sûr. Et parlez-nous un peu des différents types de consignes qu'on peut retrouver avec le sujet de dissertation. Très bien. Alors, il faut déjà faire la différence entre la consigne qui est directement rattachée à la citation. La citation est toujours entre guillemets. Hein. La consigne, il faut faire la différence entre cette consigne-là et les consignes qui sont en réalité des questions qui sont posées pour conduire progressivement l'apprenant vers la rédaction. Donc, à ce niveau, il y a le problème posé, il y a le plan, il y a la rédaction proprement dite. Mais la consigne dont vous parlez, c'est une consigne très importante qui donne une orientation claire et précise au sujet. C'est une consigne qui est directement rattachée
à la citation. Donc, quand Oui. vous descendez de la citation, vous voyez la consigne là en même temps. C'est souvent une question, c'est souvent sous la forme interrogative. On peut dire, penses-tu que l'auteur adopte un point de vue pertinent? Ou bien, quel est ton point de vue? Que penses-tu? Ainsi de suite. Mais discute, Oui, explique, commente, justifie. discute, ainsi de suite. Alors, ces consignes donnent une orientation pour la simple raison que celui qui propose l'épreuve Oui. a des attentes. Donc, il attend que l'apprenant, le candidat, défende une chose ou une autre. Donc, c'est en fonction de ces attentes qu'il met la consigne adaptée. Donc, les apprenants doivent nécessairement maîtriser la démarche à adopter dans les cas de ces consignes-là. Ce qu'il faut savoir, c'est que il existe 2 ou 3 types de démarches qu'on appelle types de plan. Oui. Il y a le plan analytique, Oui. et il y a le plan dialectique. Moi, je me limite simplement aux deux types de plans pour plus d'efficacité dans mon enseignement. Et vous allez voir pourquoi. En réalité, le type de plan analytique, c'est un plan qui consiste à justifier la thèse de l'auteur et à s'en arrêter là. Vous pouvez donner des exemples de verbes qui sont utilisés au niveau du plan analytique. Bien sûr. Généralement, les verbes utilisés, vous avez le verbe justifier, comme ça s'entend naturellement. Oui. Vous avez le verbe commenter. Oui. Également, qui est utilisé. Et tous les verbes similaires, de sens similaire à ces 2 verbes-là, peuvent donner lieu au plan analytique. Oui. Donc, analytique, analyser. Donc, on analyse, on justifie. On trouve des arguments pour montrer que l'auteur est pertinent dans ce qu'il dit, que l'auteur est juste dans ce qu'il dit. La deuxième catégorie, c'est le plan dialectique. Le plan dialectique, c'est un plan qui consiste, bien sûr, à justifier la thèse de l'auteur Oui. et à trouver des insuffisances, à nuancer. Parce que personne ne peut dire qu'il a un avis inattaquable. Oui. Et donc, il faut nuancer, il faut trouver des insuffisances au point de vue de l'auteur. Et moi, je pense que c'est le meilleur plan. Le meilleur type de plan. Parce que ça permet à l'apprenant de justifier, mais aussi d'aller dans le sens inverse et de savoir mobiliser des arguments pour aller contre. Bon, pas aller contre au sens qu'on entend, mais relativiser le point de vue, nuancer le point de vue de l'auteur. Les questions qui conduisent tout droit vers ce type de plan, il y a la consigne discuter, le verbe discuter, oui, et les consignes, on va dire, qui sont formées sous la forme de que penses-tu d'eux? Que pensez-vous d'eux? Es-tu du même avis que? Voilà, es-tu du même avis que, ainsi de suite. Quand on donne ce genre de questions, moi je conseille à mes candidats, à mes apprenants, de préconiser le plan dialectique. Parce que on te demande de donner ton avis. Si tu t'arrêtes simplement à l'analyse, à la justification, c'est comme si tu es incapable de relativiser toi-même ton point de vue. On sait, comme je l'ai dit, personne n'a un point de vue inattaquable. Disons que la consigne du plan dialectique permet aussi de jauger l'esprit critique du candidat. C'est l'esprit critique même qu'on recherche à travers ce type de plan. C'est pour ça que je dis que c'est le meilleur plan, parce que nous ne voulons pas former des radicalistes, des extrémistes dans notre pays. Donc il est très important que nous cultivions l'esprit critique au sein de ces apprenants-là. D'accord. Et l'une des consignes, mais la première consigne qu'on demande aux candidats, à laquelle les candidats sont appelés à répondre, c'est dégage le problème posé de la citation. Et c'est en même temps un peu comme une bête noire pour les élèves, parce que s'ils n'arrivent pas à dégager le problème posé, le reste du travail est comme bafoué. Mais comment est-ce qu'un candidat peut véritablement faire pour dégager le problème posé? Es-tu à 100% qu'il a trouvé le problème posé de la citation? Très bien. Alors, le problème posé, ça m'étonne à chaque fois que les apprenants me disent qu'ils ont du mal à répondre à cette question. Véritablement. Parce que je trouve que c'est la partie la plus simple et la plus accessible
du sujet de dissertation. En réalité, quand on parle du problème posé, on parle de la préoccupation fondamentale que la citation proposée aborde. Et cette préoccupation, on va dire que c'est une préoccupation qui se formule sous la forme nominale. C'est-à-dire, quand on met le sujet pose le problème que. Ce qui vient par la suite, il faut que ce soit un substantif, un nom, pour caractériser de manière assez puissante ce que l'auteur est en train de dire. Et pour se faciliter la tâche, pour ne pas se compliquer la vie, quant à la détermination du problème posé, je recommande simplement aux candidats qui nous suivent actuellement de s'appuyer sur leur reformulation du sujet. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire simplement? Il faut reformuler le sujet soi-même. Donc, essayez de trouver en ses propres mots, de formuler en ses propres mots ce que l'auteur a dit. Et c'est à partir de là qu'on essaye, à travers certains mots-clés, d'identifier le problème qui s'y pose. Et ces mots-clés, ils connaissent très bien cela. Il y a les limites, les insuffisances, les conséquences, les causes, les manifestations, et ainsi de suite. Donc, la portée, l'intérêt, ainsi de suite. Tous ces mots peuvent leur faciliter la tâche et leur permettre de vite déceler le problème qui est posé sans trop de tracasseries. Mais il convient de préciser que ce n'est pas pour tous les sujets là que les mots que je viens de citer sont éligibles. Il y a des sujets, vous voyez très bien, vous voyez que les mots-clés en question ne peuvent pas permettre vraiment d'identifier le problème posé avec exactitude. Donc là, il vaut mieux aller vers la reformulation, essayer de nominaliser les verbes utilisés dans, n'est-ce pas, le sujet. Un auteur qui dit par exemple que la religion est incapable de faire développer un pays. Dans ce cas d'espèce, moi je prends l'adjectif qualificatif incapable que j'essaye de nominaliser. Donc ça fait l'incapacité de la religion à développer pour le développement d'un pays. Donc c'est beaucoup mieux de le faire ainsi et ça permet à l'apprenant lui-même de donner une orientation claire et précise à son sujet, de savoir là où il va. Parce que le problème posé, c'est en réalité ça. Savoir là où tu vas, délimiter le champ de ta réflexion pour ne pas se retrouver hors du sujet. Après le problème posé, il faut un plan détaillé. Très bien. Le plan, bien sûr, tout à l'heure, nous avons parlé des deux types de plans. À ce niveau, c'est le type de plan que la consigne demande. Il faut suivre pour réaliser, n'est-ce pas, le plan du devoir, le plan détaillé. Le plan détaillé, c'est en réalité la partie qui exige de l'apprenant de mobiliser les différentes idées à développer dans la production elle-même. Et à ce niveau, il faut construire son plan en 2 ou 3 parties. 2 parties pour le plan analytique, 3 parties pour le plan dialectique. Alors, il y a une partie qui est obligatoire pour les deux types de plans, c'est la partie explication du sujet. Donc, en réalité, on reformule le sujet et on place cela à ce niveau-là pour montrer qu'on a compris la citation. La deuxième partie, qui est la partie justification, c'est une partie dans laquelle les arguments qui vont dans le même sens que ce que l'auteur a dit sont présentés. Alors, on peut organiser ces arguments en des sous-parties. Si par exemple, je suppose qu'un sujet porte sur les conséquences, les causes et les conséquences d'un phénomène donné, quand on vient au niveau de la partie justification, on peut organiser les arguments en 2 sous-parties. Il y a les causes d'une part et les conséquences d'autre part. Donc, c'est clair qu'en faisant ça de cette manière, on aborde tous les aspects du sujet. Parce que le risque, c'est de se retrouver à aborder un seul aspect du sujet et le correcteur va commencer par mettre sur la copie sujet partiellement compris. Donc, on peut organiser ça en des sous-parties. Ce n'est pas évident que ce soit pour tous les sujets que cela soit comme ça, mais c'est mieux de le savoir. Alors, donc, à ce niveau,
les arguments doivent être les plus clairement formulés. Il faut que ce soit clairement formulé. Il faut que ce soit des phrases verbales de préférence. Oui. Donc, par exemple, quelqu'un qui met conséquences de la pauvreté, on ne peut pas considérer ça comme un argument. Mais quand tu dis la pauvreté a telle conséquence, là, on comprend aisément ce que tu dis et il faut que ce soit des phrases verbales. Ce qui peut être toléré comme dans une phrase nominale, c'est l'exemple. Il faut aussi mentionner au niveau du plan. Donc, souvent, on met K2. Donc, il ne faut pas trop, on va dire, il faut pas trop détailler l'exemple parce que c'est des détails à mettre plus tard au niveau dans la rédaction elle-même. Donc, voilà comment se constitue la partie justification. Maintenant, quand c'est le plan dialectique, il y a ces deux parties-là et on ajoute maintenant la partie des insuffisances. Et je dois préciser pour terminer très rapidement que les différents titres qu'il faut donner à chacune de ces parties. Il y a le grand 1, explication du sujet, ça s'entend. Le grand 2, justification. Moi, je n'accepte pas qu'on mette justification. Il faut trouver un titre qui est adapté, qui regroupe tous les arguments qui ont pu justifier. Ce sera un peu comme la thèse. Voilà. Donc, il faut formuler une sorte de thèse, mais sous la forme d'un titre au niveau du grand 2. Et c'est de cette manière-là qu'on va sentir que vous avez maîtrisé clairement l'approche méthodologique de la dissertation. Donc, on fait pareil également pour le grand 3, qui est la partie insuffisance. Au lieu de mettre insuffisance, il vaut mieux préciser l'antithèse, simplement à ce niveau. D'accord. La troisième consigne demande de rédiger, un peu comme les deux précédents exercices. Je crois que les consignes dégagent le problème posé, produit le plan de ton devoir, permettent de rédiger la dissertation qui est aussi tripartite. Bien sûr. Introduction, corps du devoir et conclusion. En quelques mots, dites-nous un peu comment se présente cette partie, évidemment, comme vous l'avez dit, c'est tripartite, introduction, corps du devoir, conclusion. Au niveau de l'introduction, il faut se rendre compte que le problème posé est obligatoire. J'essaye de ne pas parler de la généralité, du sujet qu'il faut insérer, ainsi de suite. Mais après l'insertion du sujet, il faut savoir qu'il faut poser obligatoirement le problème. Et à la suite, il faut annoncer un plan. Le plan doit prendre en compte les différentes parties du plan détaillé fait au niveau de la question numéro 2. Donc, si c'est 3 parties au niveau du plan détaillé, il faut que ce soit, on va dire, 3 axes à annoncer au niveau de la fin de l'introduction. Très souvent, je demande d'annoncer le plan sous la forme de questions. Très souvent, je dis que comprendre de ces propos de tel auteur et en quoi ou bien pourquoi, qui est la question qui répond à la partie justification et éventuellement, si c'est le plan dialectique, la dernière question qui annonce une limite. Donc, en réalité, l'introduction est composée de la généralité, de l'idée générale, d'une contextualisation qui permet de passer de l'idée générale vers le sujet, de l'insertion du sujet, du problème posé et de l'annonce du plan. Pour ce qui concerne le code du devoir, il commence toujours par l'explication du sujet. Donc, au lieu de mettre une seule phrase, parce que c'est ce qu'on constate souvent, de mettre une seule phrase, c'est-à-dire la phrase de reformulation qui a été présentée dans le plan, il vaut mieux aller un peu plus en détail et expliquer clairement le sujet. Et à la fin, déboucher sur la thèse de l'auteur, déboucher sur ce que l'auteur est en train de défendre précisément. L'explication du sujet, ce n'est pas, comme ils le font certainement dans d'autres matières, l'explication des mots-clés. On ne demande pas de prendre tel mot du sujet, de l'expliquer, tel mot du sujet, de l'expliquer. Ça, c'est un travail qui se fait au brouillon. Ce qu'on demande ici, c'est de dire en substance ce que l'auteur essaye de faire, le message que l'auteur essaye de faire passer. Donc, c'est ça qu'on présente brièvement au niveau, comme une sorte d'introduction du code de devoir, si je peux m'exprimer ainsi, avant de commencer l'analyse proprement dite. Pour l'analyse proprement dite, moi je demande toujours, pour passer de l'explication du sujet à la partie justification, une transition. Maintenant, pour la partie justification elle-même, il faut constituer des paragraphes pour chaque argument. Donc, un argument
doit être développé Oui. avec son exemple dans un paragraphe. Ce qui fait que quand vous suivez bien cette démarche, vous allez voir que vous allez vous retrouver avec 8, 9, 10 paragraphes parfois dans votre dissertation. En fonction du nombre d'arguments. Bien sûr, en fonction du nombre d'arguments, en fonction du type de plan également. Donc ça fait que vous avez une dissertation très aérée et ça permet au correcteur de vous suivre de manière attentive, sans se perdre. Et ça vous permet à vous-même de savoir très bien organiser votre travail et de ne pas dérailler, de ne pas se perdre complètement. Donc, c'est comme ça que le corps du devoir se rédige entièrement. Pour ce qui concerne la conclusion, il y a naturellement le bilan. Oui. Je demande souvent de ne pas commencer par en somme parce que très souvent, quand vous prenez 20 copies, il y a en somme. Bac, vous allez voir 18 personnes écrire en somme. Donc, il vaut mieux. Donc, faut être particulier, voilà. se différencier, se distinguer dans le lot. Justement, il faut trouver des formulations qui sont personnelles, qui sont particulières et qui permettent au correcteur d'avoir du sang neuf, comme on dit. Donc, par la suite, il y a évidemment, on va dire l'ouverture. Donc, après le bilan, il y a l'ouverture. Il faut anticiper, il faut aller sur un autre terrain, toujours en lien avec le sujet, mais en relançant le débat, en relançant l'analyse. Souvent, ça se fait sous forme de questions et votre dissertation est terminée. Vous pouvez faire une relecture, corriger les fautes, puisque ça aussi, ça compte beaucoup. Ça compte beaucoup. Merci beaucoup pour toutes ces différentes explications. Je crois que ça permet largement de pouvoir faire soit une contraction de test, un commentaire composé ou encore une dissertation. Merci d'avoir accepté notre invitation et d'avoir partagé avec nous toutes ces informations. C'est moi qui vous remercie, c'était un plaisir. Plaisir partagé. Chers téléspectateurs, c'est la fin de cette émission. Nous avons reçu dans ce numéro M. Ferdinand Mitombaou. Avec lui, nous avons échangé sur la présentation de l'épreuve de français au baccalauréat béninois. Il n'a pas manqué de donner des astuces pour réussir la rédaction des 3 exercices littéraires présents sur l'épreuve de français au bac. Jean Plia dit dans les tresseurs de cordes, et je cite, « Lorsque le bélier recule au combat, ça ne veut pas dire qu'il a peur. Ça ne veut pas dire qu'il a peur. Certainement, il prend du recul pour mieux connaître son adversaire afin de savoir l'affronter. Révisez donc correctement et affrontez l'épreuve de français au bac avec beaucoup de sérénité. Merci d'être resté avec nous jusqu'à la fin de cette émission. Portez-vous bien, bonne semaine de travail à tous et à mardi prochain pour un nouveau